Adoption de 3 nouvelles lois à Madagascar. Elles régiront les élections législatives et présidentielles à venir. Libération de 12 otages par l'armée camerounaise ce lundi. Ils avaient été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone. Puis Israël annule un accord avec le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. Il prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains. Nouvelle page de l'information sur SICA. Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur cette édition. L'Assemblée nationale malgache a voté hier mardi dans une ambiance tendue 3 nouvelles lois. Elles régiront les élections législatives et présidentielles prévues entre le 25 novembre et le 25 décembre sur l'île. Voici le reportage. Adoption de 3 nouvelles lois par le Parlement malgache. La 3e session extraordinaire s'est clôturée par le vote des 3 projets de loi relatifs aux élections. Ces textes modifient notamment les règles de révision des listes électorales, de publication des résultats ou de candidature à la présidentielle. Ils ont été successivement adoptés par 69 des 151 élus. Il faut dire que l'adoption de ces textes suscite de vives protestations du côté de l'opposition qui s'y oppose vigoureusement depuis des semaines. Les opposants dénoncent surtout le durcissement des procédures de révision des listes électorales, jugées beaucoup trop lourdes pour ceux qui n'y ont pas été inscrits. L'opposition a également accusé le gouvernement d'avoir acheté certains de leurs collègues pour faire voter ces lois au Parlement. Ils ont donc boycotté la séance, laissant ainsi le champ libre à 78 députés pro-gouvernement. Ils ont aussi déposé plainte auprès du Bureau indépendant de lutte anticorruption. Les lois, une fois adoptées au Sénat, devraient permettre de définir un agenda clair pour l'élection présidentielle à venir et de connaître, entre autres, les véritables conditions d'éligibilité des candidats. Le Sénat, acquis au pouvoir, devrait dans quelques jours adopter à son tour ces textes. Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses ont été libérés lundi par l'armée camerounaise. Pour rappel, ils avaient été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone. L'annonce a été faite mercredi par le ministre de la Communication camerounais. Reportage. Une opération menée par l'armée camerounaise a permis de libérer 12 touristes européens dans la région du sud-ouest lundi. D'origine italienne et suisse, les 12 touristes ont été enlevés à une date indéterminée en zone anglophone du Cameroun. Ils ont été kidnappés par une bande de terroristes dans la localité de Mungondor alors qu'ils se rendaient sur le site Twin Lakes, 2 lacs situés dans le secteur de Koupé-Mouanengumba. Par ailleurs, 6 conseillers municipaux camerounais ont également été libérés au cours d'une autre opération militaire dans la région du nord-ouest camerounais. La situation sécuritaire dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest camerounais s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines, les groupes séparatistes armés y multipliant des actions violentes. Les attaques sporadiques contre les symboles de l'État sont très régulières depuis début 2018. Ce conflit oppose l'armée et les séparatistes armés depuis déjà 3 mois. Les séparatistes en lutte pour l'indépendance du Cameroun anglophone ont demandé aux représentants de Yaoundé ainsi qu'aux forces de sécurité et de défense camerounaises de quitter leur territoire, les qualifiant de forces d'occupation. En Afrique du Sud, le chef du parti d'opposition Mossi Maïman a visité la maison de Winnie Mandela, décédé ce lundi à l'âge de 81 ans des suites d'une longue maladie. Pour le chef de l'Alliance démocratique, le pays est en deuil. On le suit. Il serait juste de dire que nous tous, en tant que peuple d'Afrique du Sud, nous pleurons une grande Sud-Africaine. Nous pleurons quelqu'un qui a apporté une immense contribution. En tant que Souétane, cette maison ressemble à un pèlerinage alors que vous faisiez la navette entre Dobsonville et Barra. Vous vous rappelez que les Sud-Africains ont perdu une héroïne. Quelqu'un qui s'est engagé pour des valeurs d'altruisme et qui a finalement servi les gens de ce pays.
Et pour elle, nous avons perdu quelqu'un dont ces valeurs seront quelque chose pour lesquelles nous continuerons à nous battre. Un leader qui n'a pas été choisi, mais qui a choisi de diriger. Et comme l'Afrique et le reste du monde, nous pleurons ensemble. À son parti politique, j'envoie mes condoléances et au peuple sud-africain, nous présentons nos condoléances les plus sincères. En Éthiopie, des opposants ont accueilli avec satisfaction, mais aussi avec prudence, la main tendue par le nouveau Premier ministre lors de son discours d'investiture. Devant le Parlement, Abiy Ahmed s'est voulu conciliant lundi en affirmant que les membres de l'opposition ne seraient plus considérés comme des ennemis, mais plutôt comme des frères. Un discours qui sème également un brin d'optimisme dans le cœur des Éthiopiens. Images et sons. Habitués à être harcelés, arrêtés et traduits en justice, des opposants éthiopiens ont accueilli mardi avec satisfaction, mais aussi avec prudence, la main tendue la veille par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed lors de son discours d'investiture. Même s'il espère que la nomination du nouveau Premier ministre par la coalition au pouvoir est un signe d'ouverture, les opposants préviennent qu'il est trop tôt pour juger de ce que sera sa marge de manœuvre. Devant le Parlement, Abiy Ahmed s'est voulu conciliant lundi en affirmant que les membres de l'opposition ne seraient plus considérés comme des ennemis, mais comme des frères. Un premier discours qui sème l'optimisme dans le cœur des Éthiopiens. Il a parlé de notre relation avec l'Érythrée, des femmes et des mères. Son discours a été très agréable. Une énorme responsabilité l'attendra et le temps résoudra tous les problèmes. Pour résumer, son message d'hier est ce que nous voulons entendre de notre chef. Il a très bien parlé. Les précédents dirigeants éthiopiens n'ont pas fait attention aux préoccupations des Oromos et cela a causé un gros problème aux Oromos. Nous demandons aussi au gouvernement de nous donner une solution à nos problèmes en tant que nation. Il a fait un bon discours et j'espère que nous résoudrons nos problèmes et que nous devons faire partie de la solution. Abiy Ahmed est devenu à 42 ans le premier chef du gouvernement appartenant à l'ethnie Oromo, la principale du pays. Avant sa nomination, la coalition au pouvoir est accusée par les organisations de défense des droits de l'homme de dérives autoritaires, en particulier en recourant aux services de sécurité pour museler les hommes politiques, journalistes ou blogueurs critiques. La Corée du Sud a officiellement mis en garde mardi contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Elle redoute en effet des conséquences négatives sur les élections du 23 décembre en République démocratique du Congo, des élections censées organiser le départ du président Joseph Kabila. Les détails. Séoul estime que l'utilisation de ces machines pourrait donner au gouvernement congolais un prétexte pour des résultats indésirables liés aux élections, notamment le retard additionnel de la tenue des élections, mais aussi le danger de devenir une cible des critiques, écrit l'ambassade coréenne à Kinshasa, soulignant exprimer la position officielle du gouvernement de Corée du Sud dans un courriel envoyé mardi. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a commencé depuis janvier à importer en RD Congo des machines à voter fabriquées par la société sud-coréenne Miru System, qui n'a pas de bureau ou de représentation en RD Congo. En 2017, des dirigeants de la CENI ont effectué plusieurs déplacements en Corée du Sud pour finaliser ce marché. La CENI estime que ces machines à voter permettent de réduire le temps de vote et la période d'attente de l'annonce des résultats, la fraude électorale, sinon sa suppression, ainsi que le coût global des élections. La machine à voter se présente sous la forme d'un écran tactile. Pour chacune des 3 élections, présidentielles, législatives et provinciales, la photo des candidats apparaît sur l'écran. L'électeur choisit son candidat président, député national et député provincial. À la fin de l'opération, la machine imprime les 3 noms choisis au dos du bulletin de vote que l'électeur va plier et glisser dans l'urne. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait indiqué qu'une machine couvrirait le vote de 600 à 700 électeurs. L'opposition congolaise refuse ces machines alors qu'elle s'est finalement ralliée au calendrier électoral prévoyant des élections le 23 décembre 2018, 2 ans après la fin officielle du dernier mandat du président Kabila. La CENI est en affaire avec une firme coréenne, pas le gouvernement coréen. Je sais qu'il y aura d'autres attaques de ce genre, mais cela ne nous ébranlera pas dans notre détermination à tenir des élections telles que voulues par le peuple congolais et non en suivant le diktat des étrangers, a déclaré Corneille Nangaa, président de la CENI.
Des manifestants se sont rassemblés à Tel Aviv pour protester contre l'annulation par le Premier ministre israélien d'un accord avec le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. L'accord en question prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation de nombres similaires dans des pays occidentaux. On fait le point dans cet élément. En annulant cet accord avec les Nations Unies, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou vient ainsi de briser les illusions de milliers de migrants africains vivant dans son pays. L'accord en question prévoyait la régularisation de milliers en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans des pays occidentaux. Mais son application a été annulée seulement quelques heures après son annonce. Conclu avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, il avait vocation à se substituer à un programme d'expulsion ayant fait l'objet d'une vive controverse et qui a été annulé. L'accord annoncé lundi prévoyait la réinstallation de plus de 16 000 Soudanais et Érythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux. En échange, l'État hébreu s'engageait à donner un titre de séjour à un nombre équivalent devant rester sur son territoire. Benjamin Netanyahou a été critiqué de tous bords, dans un premier temps à droite, son propre camp, lorsqu'il a annoncé lundi l'annulation du programme initial d'expulsion et son remplacement par l'accord avec le HCR. Puis à gauche, quand il a fait volte-face en soirée en suspendant ce nouvel accord. D'après les autorités israéliennes, 42 000 migrants africains vivent actuellement en Israël. Ces migrants, arrivés majoritairement après 2007, se sont installés en nombre dans les quartiers pauvres de Tel Aviv. Puis le Royaume-Uni veut durcir l'interdiction du commerce de l'ivoire. L'objectif est de lutter contre le braconnage des éléphants. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le ministre de l'Environnement. Reportage. Alors que la vente d'objets en ivoire fabriqués avant 1947 est actuellement autorisée au Royaume-Uni, un projet de loi prévoit d'interdire complètement de vendre des objets contenant de l'ivoire, quelle que soit leur date de fabrication. Cette décision, qui doit être validée par le Parlement, a été prise après une consultation publique, lors de laquelle 88% des 70 000 répondants ont soutenu l'interdiction. Les contrevenants risqueront une amende d'un montant illimité et jusqu'à 5 ans de prison. Mais pour le directeur du Tusk Trust, plus de travail doit être accompli au niveau international pour réduire la demande d'ivoire et éradiquer complètement le commerce de l'ivoire. Le commerce illégal d'espèces sauvages est considéré maintenant comme la 4e activité criminelle en importance dans le monde, derrière la drogue, les armes et le trafic d'êtres humains. C'est le même genre de réseau criminel qui exploite tous ces échanges et c'est quelque chose qui déstabilise les pays en développement et crée de l'insécurité. Je pense donc que le gouvernement et le reste du monde ont reconnu qu'il faut s'attaquer à ce problème. Il faudra du temps, en particulier pour les pays asiatiques, pour changer les mentalités et beaucoup de travail doit encore être fait afin de réduire la demande des consommateurs et l'éducation que l'ivoire et d'autres produits comme la corne de rhinocéros et les pièces de lion, le pangolin. Il y a tellement de produits de la faune sauvage qui trouvent leur chemin vers le marché de l'Est. Nous devons vraiment travailler avec les gouvernements asiatiques pour éradiquer ce commerce. Toutefois, quelques exceptions sont prévues pour les objets contenant moins de 10% d'ivoire et fabriqués avant 1947, les instruments de musique fabriqués avant 1975 et contenant moins de 20% d'ivoire, ou encore des articles particulièrement rares et importants, vieux d'au moins 100 ans. Les musées seront également épargnés par cette interdiction. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de la suite. Très bonne suite de programme sur SICA. Au revoir et à très bientôt.